J'ai fondé ma boîte à 23 ans, juste après l'école. Le consultant, des fois, au bout d'un moment, il va s'identifier plus comme employé du client qu'employé de sa société de service. Tout ce qui est dans une offre, ce n'est que de la théorie. Vous accompagnez les responsables informatiques, en général, à créer, connecter, sécuriser et accélérer. On peut avoir le meilleur produit qui soit, s'il est hors de prix, de toute façon, ça ne prendra pas. Bienvenue dans le 3e épisode de cette série de podcasts pour SmartWave pour fêter les 25 ans de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel et Mathieu pour parler du sujet commercial et des offres de SmartWave. Bienvenue à vous. Merci. Merci, bonjour. Emmanuel, Mathieu, déjà, est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé là ? Moi, je m'appelle Emmanuel Dupuis, je suis le directeur commercial et marketing de SmartWave. J'ai 50 ans, je suis marié, père de 3 enfants, et ça fait 25 ans que je suis chez SmartWave. Donc, ça fait un petit moment, et j'ai commencé en tant que développeur sur des solutions de content management. Et après, une idée m'est venue, je suis allé voir le directeur, et puis il dit, on pourrait faire on pourrait travailler avec sur la connexion des applications. Et le hasard faisant bien les choses, Oracle venait de racheter un produit que je connaissais parfaitement. On était partenaire d'Oracle. Ça a créé une énorme opportunité pour l'entreprise et pour moi. Donc j'ai pu créer une équipe, identifier des premiers clients et ça a permis de vraiment se lancer sur une nouvelle offre qu'on ne connaissait pas à SmartWave. Et après, à ce moment-là, l'équipe a grandi. Et au fil de l'eau, je me suis aperçu que j'aimais de plus en plus toute la partie commerciale. Et je me suis vraiment maintenant spécialisé là-dedans. Ok, trop bien, merci. Et toi, Mathieu ? Donc Mathieu Caudron, 36 ans, je suis marié, mais j'ai pas d'enfant, j'ai 2 chats. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Je suis le directeur de l'équipe Solutions chez SmartWave. Donc Solutions, il faut entendre les équipes projets. Je suis arrivé il y a 3 ans et demi, début 2022. Comme Emmanuel, en fait, je suis arrivé en tant que consultant, en l'occurrence. Donc pas développeur, mais en tant qu'architecte AWS, donc une technologie de cloud public. Et puis au gré des opportunités, des changements qui ont eu lieu dans l'entreprise, j'ai eu l'occasion d'arriver là où je suis. J'ai un passé d'entrepreneur, j'ai fondé ma boîte à 23 ans juste après l'école, donc avec toutes les erreurs qu'on peut faire à 23 ans effectivement, mais ça m'a donné effectivement le goût de faire autre chose que de la technique, à savoir avoir de l'impact sur une stratégie d'entreprise, être capable de comprendre la compta, de comprendre le commercial, de comprendre la facturation, de comprendre les enjeux au final d'une entreprise et pas juste être sur un prisme technique. Okay. Donc là, je peux en tout cas être voir à 360 degrés, c'est quelque chose qui est extrêmement plaisant. Super, merci. Et si vous deviez expliquer votre rôle aujourd'hui à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, comme moi, vous expliqueriez ça comment ? Emmanuel, peut-être toi commence. Moi, mon rôle, il est assez simple, c'est identifier les entreprises et les personnes dans ces entreprises qui vont avoir besoin de nos services. Donc, une fois l'identification faite, le rencontrer, comprendre son besoin, comment, et après, derrière, par rapport à ça, voir comment nous, on peut le servir. Après, je me tourne vers Mathieu et on travaille ensemble pour justement finaliser la qualification jusqu'à aboutir à une offre qui correspond à son besoin, qu'il va signer. Et après, à partir de là, c'est l'équipe de Mathieu qui prend le relais complètement en autonomie et qui va réaliser le projet. Exactement, on se passe la balle effectivement. Donc j'interviens dans un processus d'avant-vente en complément de la partie commerciale. La partie commerciale peut aussi intervenir sur la partie opérationnelle quand on est en cours de delivery, juste pour prendre aussi la température avec le client, s'assurer que tout va bien. Vraiment, la responsabilité, elle est de transformer cette offre en quelque chose de concret. Donc en fait, transformer la théorie en pratique. Tout ce qui est dans une offre, ce n'est que de la théorie. Et puis à la fin, c'est d'arriver à un résultat tangible avec une réussite la plupart du temps et potentiellement des suites de projets. L'objectif, c'est justement d'initier quelque chose avec une pérennisation, pas uniquement de faire du one-shot. Ok. Ce que j'avais cru comprendre aussi, c'est que tu parlais de solutions tout à l'heure. Il y a 2 aspects, un peu. Il y a l'aspect où il y a des gens qui sont placés directement chez les gens. Il y a l'aspect où vous fournissez directement le service. Vous pouvez m'expliquer un petit peu cette distinction-là ? Oui, effectivement. Donc l'équipe solution, c'est les équipes projet, à savoir coût, qualité, délai, un scope, un début, une fin et un objectif à atteindre. Donc c'est SmartWave qui, en accord avec le client, bien entendu, est responsable du résultat, de l'atteinte du résultat. On pilote, on est en maîtrise de A à Z. Évidemment, on demande au client de faire sa part, en particulier quand il y a des prérequis, quand il y a des specs, quand il y a une expression de besoin à réaliser. Mais nous sommes responsables du début à la fin. A contrario, l'équipe de délégation, qui s'appelle donc l'équipe engineering, là, pour le coup, on délègue des personnes, des compétences, des ingénieurs, mais qui sont pilotés directement par le client. Donc on est vraiment en renfort d'effectifs
sur du long terme en général. Et donc, l'aspect est vraiment différent. C'est deux entreprises dans l'entreprise qui se complètent, hein, parce que potentiellement, on peut commencer par une approche solution pour embrayer ensuite sur une approche engineering. Mais c'est effectivement deux façons de faire bien différentes. Ok, très clair. Merci. Et donc, vous accompagnez les responsables informatiques, en général, à créer, connecter, sécuriser et accélérer. C'est les 4 mots que j'ai retenus. Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits, ça? En fait, pour être plus précis, on va s'intéresser, notre cœur de cible, c'est les directions informatiques, les équipes informatiques dans les entreprises, qui sont en charge donc de la bonne exécution et du design du système d'information d'entreprise, là où va être géré toutes les données de l'entreprise. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que plus une entreprise grandit, plus son système d'information va se complexifier et va avoir donc de plus en plus de technologies plus ou moins importantes. Et donc, force est de constater qu'au sein d'une entreprise, on ne peut pas avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir y parvenir. Et ça, c'est notre rôle justement de compléter et de les amener. Et de les amener sur les quatre piliers que tu as dit, effectivement, créer, connecter, sécuriser et accélérer. Par créer, on entend créer des applications spécifiques qui n'existent pas sur le marché. Et donc, on va aider le client à les créer. Par exemple, on a aidé un canton à créer son application de gestion de permis de pêche. On n'en trouve pas beaucoup sur le marché, mais il faut bien que c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et donc, voilà, on a pu le faire avec eux. Sur la partie connectée, l'idée, c'est de fluidifier, d'automatiser les échanges de données entre les applications. Les applications ont été créées de manière spécifique et autonome, mais par contre, elles partagent des données. Donc nous, là, notre job, ça va être d'automatiser les échanges de données entre, par exemple, le système de comptabilité et le système de commande, pour qu'une fois que la commande a été faite, ça soit enregistré automatiquement dans le système de comptabilité. Sur la partie sécurisée, là, notre job, il est de garantir l'identité de la personne qui est derrière l'ordinateur. Comme si tu veux, quand tu te connectes à ton Gmail, tu as une mire de login avec ton login, ton mot de passe, qui des fois tu vas avoir aussi un deuxième facteur d'identification, tu vas recevoir un SMS ou quelque chose comme ça pour garantir que tu es bien la bonne personne. Et une fois que tu t'es connecté à ton Gmail, tu as accès à tout l'écosystème des services Google. Nous on fait pareil. Et par exemple pour un hôpital, ça permet aux médecins et aux infirmiers de se connecter une seule fois le matin et d'accéder à l'ensemble des informations et de s'assurer que ces personnes-là n'ont accès qu'aux bonnes informations et qu'aux bons départements. Et le dernier, accéléré, c'est un peu plus technique, mais l'idée c'est de dire que quand on crée des applications, il y a toute une phase d'étapes qu'il faut réaliser pour que ces applications soient mises à disposition au bout du compte aux utilisateurs. Et ça s'appelle, pour ça, on essaie d'automatiser tous ces éléments et donc de créer ce qu'on appelle l'usine logicielle. Et là, par exemple, pour une banque, on a pu automatiser l'intégralité de ces éléments-là et donc de passer de plusieurs jours pour passer de la version développée par le développeur jusqu'à la version disponible par l'utilisateur à quelques heures. Donc un vrai gain de productivité et pour les utilisateurs, une assurance d'avoir régulièrement les dernières features avec des corrections de bugs et voire des nouveautés. Ok, c'est hyper intéressant. Et tu disais que vous apportez donc l'expertise ou des personnes, dans certains cas, que les clients n'ont pas. Comment ça se passe ça dans la pratique? Typiquement, prenons l'exemple du permis de pêche, parce que je trouve ça super comme histoire. Est-ce que c'est le canton qui vient vers vous avec une demande spécifique, ou est-ce que c'est vous qui allez dans l'entreprise pour observer ce qu'ils ont et peut-être essayer de trouver des failles ou des choses à améliorer, ou est-ce que c'est un mix des deux? Comment ça se passe? Je dirais que c'est un mix des deux. Il y a vraiment des fois ce qu'on appelle des appels entrants où des clients vont nous dire ah ben là je vois que j'ai mes deux applications là, j'imagine que si elles pouvaient se connecter entre elles, ça pourrait être plus facile et elles sont à la recherche d'entreprise. À ce moment-là, elles cherchent sur le web, elles tombent sur nous et après derrière, on les convainc ou pas de travailler avec nous. On peut pas tout gagner non plus. Non, on peut pas tout gagner non plus. Ou alors, et je dirais que c'est vraiment la majorité, on va dire 80-20, c'est vraiment de la prospection active où avec mon équipe d'un compte manager, on va vraiment scanner le marché, rencontrer régulièrement nos clients et pour après discuter avec les directeurs informatiques qui eux reçoivent les besoins de leur métier et donc à partir de là imaginer ensemble et comprendre où est-ce qu'on pourrait les aider. Ok, intéressant. Et est-ce que vous pouvez me raconter un peu le cheminement des offres, comment ça a évolué, comment elles se sont construites avec le temps? En fait, ce qui est assez rigolo dans l'informatique, c'est que
on fait toujours la même chose, la finalité reste la même. C'était la même il y a 10 ans, ce sera la même dans 10 ans, à savoir exécuter un applicatif à destination d'un utilisateur final pour lui rendre service. Simplement, la façon de faire a beaucoup changé. L'informatique d'il y a 10 ans n'est pas celle d'aujourd'hui et c'est sûrement pas clair. celle qui sera celle dans 10 ans. Et nous, notre objectif, justement, c'est d'être capable de construire un message autour, justement, de ce vers quoi on veut aller. Donc, la création d'applications d'un côté, dont je parlais, et aussi tout ce qu'il y a autour, tout ce qui permet d'huiler, fluidifier, donc les trois autres offres. Mais aussi, en fait, d'être capable de tirer un petit peu la synthèse de la jungle que constitue l'éventail technologique autour de ces 4 offres. C'est-à-dire que l'informatique d'il y a 10 ans, il y avait infiniment moins de technologies, infiniment moins de possibilités de faire les choses de 50 000 façons différentes. L'entropie a tendance à vraiment augmenter et ça va être de pire en pire. Donc nous, notre objectif est aussi de simplifier le message. Ces quatre verbes là dont parlait Emmanuel, à la base, il y a encore 6 mois, c'était encore des offres qu'on appelait respectivement sécurité, intégration, développement et opération. Mais au final, ça ne parlait pas nécessairement à tout le monde. C'est-à-dire que nous, ça nous parlait, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que ça parle au client. C'est d'avoir un discours. Et donc, il y a à la fois la partie wording qui est importante, mais également la partie éventail technologique qu'on va proposer. Parce que dans cette jungle qui existe, nous, notre job, ça va être de choisir les technologies qui font sens. D'être capable de dire, OK, parmi tout ce qui existe dans l'éventail, ce qui est pertinent de notre point de vue pour le marché suisse, c'est ça. Et par rapport aux clients qu'on adresse. Donc, c'est quelque chose qui a un chemin qui ne se finira jamais, parce que de toute façon, c'est en constante évolution. Nos partenaires sont relativement stables, mais il y a quand même un peu de turnover. Hein. On n'a pas le même catalogue d'il y a 10 ans et ça va changer également. Donc voilà, ça évolue constamment et on est constamment à se mettre à jour sur l'éventail des technos et même les pratiques qu'on porte. Quoi. Et on parle de techno, mais on parle de personnes aussi. Hein. Donc l'objectif est globalement le même, comme tu disais, c'est créer des applications pour les utilisateurs, mais la manière d'y arriver change et évolue. Exact. Et comment vous faites pour être à jour là-dessus ? Est-ce que c'est des formations ? Est-ce que c'est se tenir informé, lire la presse ? J'imagine qu'il y a des nouveaux langages de code qui se développent aussi, et plein de choses comme ça. Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait, on a aussi une place privilégiée de notre côté, à savoir déjà, on a un réseau de partenaires dont les offres évoluent. Donc eux également, on suit leur évolution. Ça nous permet de voir aussi quelle est leur définition de l'état de l'art. Mais en tant que prestataire de service, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va chez plein de clients différents. Donc en fait, on voit aussi où ils vont. Et tout ça nous permet, en fait, en synthétisant tout ça, d'avoir une vue assez globale sur ce qui fait sens, tout simplement. Il y a des choses qui sont chez des clients et qui ne fonctionnent pas. Et ça nous permet justement d'avoir un jugement qui a de la valeur pour justement ceux qui sont nos clients et pour qui on va être capable d'avoir d'avoir un conseil pertinent, quoi. Ouais, il y a cet équilibre vraiment entre marché, votre équipe, les éditeurs, les partenaires. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre justement pour que tout fonctionne bien, pour que vous puissiez offrir vos services, pour que les partenaires soient contents, pour que le marché, les clients soient contents? Comment vous gérez un petit peu cet écosystème-là? Alors ça, c'est vraiment, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est de l'essai. Et des fois des erreurs et des échecs, ça arrive, faut pas se cacher. Mais tu l'as dit, c'est vraiment striptease, il faut... Et en fait, c'est un subtil équilibre entre les équipes de Mathieu et mes équipes où moi, mes account managers sont en contact régulier des clients et ont une vision en fait de la technologie qui n'est pas technique mais plus utilitaire par rapport à ce que les clients leur disent. Donc là, on va remonter pas mal d'informations et après, derrière, je reviens voir Mathieu et je lui dis « Ah tiens, j'ai entendu parler de ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Puis il me dit « Non, no way » ou alors je lui dis « Mais si, c'est bien, regarde, tu devrais regarder ça. » Et puis après, au bout du compte, j'arrive à le convaincre et des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Non, je blague, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à remonter l'information et surtout avoir le bon timing. Parce qu'il y a des fois, on a été trop en avance ou même des fois trop en retard. À savoir, une fois on a voulu monter une offre sur la partie intégration, mais qui était beaucoup trop innovante pour le marché suisse, qui n'était pas prêt pour ce point. Donc ça a été un constat d'échec. Et une fois, on a voulu se lancer sur une partie intégration aussi, sur de la data, mais on n'avait pas assez étudié le marché et vu qu'en fait, il y avait déjà pas mal de prestataires qui étaient présents sur ça. Et donc, pareil, échec. Mais donc, c'est vraiment comprendre où veulent aller les gens
Et donc ça, c'est les échanges avec le client. C'est eux qui ont raison, hein, c'est pas nous. Même si on trouve que cette techno, elle est absolument géniale, ceux qui ont raison, bah, c'est ceux qui payent. Et c'est donc par rapport à leurs propres contraintes, à leurs propres envies. Deux, effectivement, trouver le partenaire qui a la bonne techno, mais aussi qui a envie de développer le marché suisse. Parce qu'en Suisse, les gens aiment bien quand on vient les voir physiquement. On a encore cette tradition on fait de plus en plus de remote, ça c'est clair, de sessions en visio et ce genre de choses. Mais malgré tout, je trouve que, moi c'est ce que j'aime en tout cas sur le marché suisse, c'est qu'on va vraiment rencontrer physiquement les clients, créer de l'échange vrai, humain, et ça c'est vraiment agréable. Et troisième élément, donc je disais, voilà, que le partenaire soit vraiment motivé à développer le marché suisse, qui a envie d'investir, qui ait des gens qui parlent français. Ça, c'est aussi un vrai avantage. Bien sûr. Pour fluidifier les échanges, même si tout le monde parle anglais, mais malgré tout, en tant que francophone, c'est plus simple et les échanges, surtout au niveau commerciaux, sont plus subtils et on comprend mieux, on arrive mieux à échanger sur ça. Et troisième élément, effectivement, avoir les équipes formées, motivées et qui ont envie de développer ce marché-là. Si on n'a pas ce triptyque-là, clairement, et plus le timing, si on n'a pas ce triptyque-là et qu'on n'arrive pas au bon moment, ben franchement, ça ne joue pas. Ouais. La question de la langue, elle est intéressante. Vous traduisez tous les termes ou vous utilisez des acronymes ou des... Non, on est en informatique, on parle tous du franglais. Hein, on est d'accord, on est d'accord, ouais, c'est clair. parce que sinon, ce serait un enfer. Non, c'est clair. On n'est pas comme les Québécois. On va vouloir tout traduire, à dire un stationnement à la place de parking. Ils le font dans l'informatique aussi? Non, dans l'informatique, oui. Ah oui, les Québécois aussi. J'ai étudié à l'université, à Montréal. Et donc, oui, tout se traduit quasiment. Ouais, ça, c'est dingue. Ah ouais, parce qu'ils se mettent vraiment des bâtons dans les roues, quoi. Pour la communication, ça doit être super compliqué. Ouais, clair. Ok, intéressant. Juste pour revenir sur ce que tu disais, je trouvais intéressant aussi le côté, forcément, le client va demander peut-être une feature et c'est à vous de trouver derrière comment l'implémenter. Est-ce qu'au niveau des technologies que vous choisissez, des fois, il y a peut-être une feature qui doit être faite, qui est trop complexe à faire et qui a qu'un seul cas, et donc c'est peut-être pas intéressant pour vous d'y aller? Est-ce que des fois, vous voyez peut-être une opportunité, il y a cette feature-là à créer, il y a un cas intéressant qui pourrait peut-être se développer par la suite chez d'autres clients et que vous pourriez ensuite aller proposer. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, si je comprends bien? Ouais, c'est exactement ça. C'est souvent les clients les plus innovants. Donc généralement, dans ces clients-là, on va être en contact souvent avec ce qu'on appelle les architectes des systèmes d'information. C'est eux qui vont penser, imaginer l'actuel et le futur du système d'information et qui vont être souvent assez ouverts aux nouvelles technologies. Donc on va souvent innover avec eux et puis peut-être démarrer un partenariat. Et après, c'est un pari entrepreneurial, hein, clairement. On se dit, ok, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Parce que clairement, pour nous, c'est un coût d'investissement pour former nos consultants. Ouais. Pendant ce temps-là, qui ne sont pas facturés. Donc, c'est un coût pour l'entreprise. Mais souvent, on est plus... je pense que tu l'entends par rapport à notre vocabulaire. On est des geeks, on adore la technologie. C'est vraiment, même moi, en tant qu'ancien développeur, c'est quelque chose qui m'anime. Parce que je trouve ça merveilleux de voir comment les différentes technologies évoluent à chaque fois et qu'on peut faire des choses de manière de plus en plus efficace. Maintenant, avec l'IA, c'est encore une autre évolution qui est en cours. Mais on a cet amour de la technique. Et après, derrière, des fois, peut-être un peu trop enthousiaste, on va dire. Mais après, souvent on arrive à rebondir et à se dire, une fois qu'on a une première réussite, ça aide à avoir les réussites suivantes. Parce que le marché suisse roman est relativement petit, tout le monde se connaît. Et une fois qu'il s'est passé une chose très positive chez un client, il en parle à un autre, puis un autre, puis un autre. Et après, ça nous permet de créer de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Parlons un petit peu des partenaires, parce que je trouve intéressant, je crois que c'était Emmanuel qui m'avait parlé du plombier qui installe la chaudière. Je trouve que c'est une histoire assez intéressante. Est-ce que vous pourriez peut-être étaler un petit peu cette histoire et pour qu'on comprenne un petit peu en quoi on parle, pourquoi le plombier, pourquoi la chaudière, qui s'occupe de quoi et un petit peu comment ça marche? Parce qu'il y a le plombier, la chaudière et puis la personne chez qui on installe la chaudière. L'histoire du plombier et de la chaudière, si je l'expliquais, c'était pour ma maman en fait, parce qu'elle ne comprenait absolument rien. Mais c'est très bien, comme ça permet de vulgariser la chose. Ouais. Et je lui ai dit, tu vois maman, si tu veux mettre un nouveau chauffage dans ta maison, tu vas t'adresser à un plombier. Donc le plombier va venir te voir, il va essayer de comprendre quel type de chauffage tu veux, est-ce que tu veux chauffage à flux d'air, est-ce que tu veux des radiateurs, il va venir voir ta maison, où est-ce qu'il peut faire passer du tuyau, est-ce qu'il peut mettre du photovoltaïque, des trucs sur le toit ou autre, etc. quoi. Et après, à partir de là, il va faire une analyse, il va identifier quelle est la meilleure chaudière, donc il va se regarder ses partenaires qui ont plein de chaudières différentes. Ouais. Il va choisir la bonne chaudière.
Il va venir après dans ta maison, il va installer la chaudière, la raccorder au gaz, la raccorder à l'électricité, il va installer les radiateurs, il va tirer les tuyaux, et à la fin, tu auras un chauffage. Mais toi, à la limite, que ce soit de la chaudière A, B ou C, ben, tu t'en fiches. Mais ce que tu cherchais, donc, c'était ce service d'avoir chaud l'hiver et éventuellement frais l'été. Ben, moi, je dirais que c'est un peu le même job qu'on fait, quoi. On a des clients qui ont besoin de créer des applications ou de les connecter. Ben, nous, on va identifier quels sont les produits et donc les produits chez les éditeurs logiciels partenaires qui sont les plus appropriés. Et à partir de là, on va prendre ce produit, l'installer chez le client et surtout l'intégrer. Donc vraiment le faire transformer, moi ce que j'aime bien dire, c'est on transforme un produit en solution. C'est-à-dire que vraiment, le produit en tant que tel, il est fait de manière générique, il a été testé à plein d'endroits, et il a une valeur, et donc on sait qu'il fonctionne bien. Mais par contre, pour qu'il fonctionne vraiment bien pour le client, il faut qu'il soit intégré. Et ça, c'est vraiment notre job de transformer ce produit en solution. Ok. Parce que j'imagine qu'il y en a plein de différents, des produits, des applications, des éditeurs qui font j'aurais envie de dire des milliers d'applications et de produits différents. Comment vous les choisissez? Cette fameuse jungle là dont on parlait, en fait, on les choisit vraiment sur une base qui est toujours un compromis. C'est-à-dire que on peut avoir le meilleur produit qui soit, s'il est hors de prix, de toute façon, ça prendra pas parce que les clients ont les moyens qu'ils ont, quoi. Il faut que techniquement, ce soit quelque chose qui soit pertinent pour le client, que ça ne crée pas plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. Il faut qu'en termes de maintenance, parce que si je continue la métaphore de la chaudière, en fait, nous, derrière, on va aussi assurer le contrat de maintenance, si je puis dire. Ouais. La continuité, toujours aller voir ce client, et puis potentiellement, je sais pas, moi, s'il y a des nouveaux besoins de chauffage quelque part dans la maison, on pourra y répondre. Mais ouais, pour le choix des partenaires, c'est un équipe qui est assez délicat. Et d'ailleurs, on en arrive au point où, en fait, même sur des partenaires de type intégration, par exemple, sur une des offres qu'on a, on a 2 produits concurrents qui sont dans notre catalogue aujourd'hui, simplement parce qu'on sait que pour certains cas, l'un est plus adapté, et dans certains cas, l'autre est plus adapté. Ouais. Et en fait, la raison aussi pour laquelle on fait ces choix-là, c'est qu'on joue notre réputation à chaque fois qu'on fait un mandat chez un client. On a des centaines, je ne sais pas si on a fait un millier de mandats depuis la création de l'entreprise. Une réputation, ça met du temps à se construire. Par contre, ça se défait extrêmement rapidement, surtout considérant la taille du marché suisse qui est quand même très limitée, surtout qu'on parle de Suisse romande, et la concurrence qui existe aujourd'hui en Suisse romande des sociétés de services comme Smartwave, on pourrait en lister des dizaines. Donc en fait, c'est très dur d'avoir sa place, c'est très facile de la perdre, et les clients ont le choix. Donc à un moment donné, de toute façon, il faut qu'on arrive avec quelque chose qui ait de la valeur et qui fasse que chez le client, chez tous nos clients, on se dise, tiens, ils m'ont donné des bons conseils, là le produit, il marche super bien, je vais continuer. Potentiellement sur d'autres sujets. On peut entamer avec une technologie et puis ensuite passer sur un des 3 autres verbes, par exemple, qu'Emmanuel a cité. Ouais. Et est-ce qu'il y a un scan du marché un peu constant qui est fait? Est-ce que vous essayez aussi toujours de challenger vos partenaires, leurs produits, et de regarder peut-être des nouveaux arrivants sur le marché qui pourraient peut-être les remplacer? Non pas pour leur faire peur ou leur mettre le couteau sur la gorge, mais plutôt pour leur dire, là, il y a quand même quelqu'un qui fait quelque chose d'extrêmement intéressant, peut-être pour moins cher. Comment vous gérez ça? En toute transparence. En toute transparence. C'est-à-dire qu'avec nos partenaires, on a vraiment une relation qui est extrêmement franche. On les voit régulièrement, des fois c'est même une fois par semaine pour nos partenaires les plus étroitement liés à nous, en particulier quand ils rayonnent sur plusieurs de nos offres. Parce qu'en fait, on va avoir tendance aussi à privilégier les partenaires qui ne proposent pas qu'un seul produit, qui ont plutôt un aspect suite logicielle. Parce que pour revenir sur ce que disait Emmanuel, sur un système d'information, ça se complexifie. Ça devient vraiment le bazar. Et en fait, un des points sur lesquels aussi on va avoir tendance à appuyer, c'est sur le fait de rationaliser cette complexité-là. Et si on arrive avec un partenaire qui est capable de faire de la création de logiciels, qui est capable de faire de l'intégration, de la sécurisation, nous, on est content parce qu'on arrive avec quelque chose où on a un partenaire un petit peu global avec lequel on peut rayonner sur plusieurs offres. Mais on leur parle frontalement, c'est-à-dire que si je prends un exemple un peu négatif là pour le coup, et c'est pas parce que le produit était mauvais, mais des fois les orientations stratégiques de nos partenaires sont pas en lien avec les appétences du marché suisse. Par exemple, aujourd'hui on entend de plus en plus du cloud et du SaaS, à savoir des logiciels où au final la complexité d'installation et de maintenance n'existe plus parce qu'elle est gérée par l'éditeur lui-même. Sauf que ça nécessite que les données elles transitent en dehors de chez le client, en dehors des serveurs du client. Ce qu'ils n'aiment pas, pour beaucoup, parce que contrainte légale, parce que données sensibles, ou un mix des deux parfois.
Et en fait, si l'éditeur choisit parce que sa stratégie mondiale fait que le SaaS c'est bien, mais qu'en Suisse ça s'applique pas, eh ben, on se dira qu'on on fait plus de business avec lui parce que là encore, on joue notre réputation et on joue notre crédibilité. On ne peut pas dire à un canton qui gère des données personnelles, on ne peut pas proposer un produit SaaS dont on sait qu'il ne conviendra pas d'un point de vue Ouais, réglementaire. ou des hôpitaux ou autres. Exactement, hôpitaux, Mais- banques, tout Ouais, ça. bien sûr. Oui, banque, évidemment. Mais du coup, ces entreprises-là, elles sont où? J'imagine que la Suisse est un peu petite pour créer des logiciels comme ça au niveau mondial, mais peut-être que je me trompe. Il doit y avoir des Américains, des Français, des Allemands. C'est à peu près ça les pays ou est-ce qu'il y a un pays en particulier où il y a beaucoup de ces solutions-là se développent? J'imagine les États-Unis, je sais pas. Clairement, les États-Unis, c'est parmi les plus gros éditeurs. Enfin, nos éditeurs viennent principalement des États-Unis. Ouais. On a quelques Européens, et puis on a même un Sri Lankais. Ah ouais, Ouais, super. ouais, Sri Lankais qui fait un très beau produit d'ailleurs, ça s'appelle WSO2 et qui permet de faire de la connexion et de la gestion de sécurité. Ok. Donc c'est assez vraiment hétéroclite, donc des fois on peut avoir des calls avec des Américains, des calls avec des Anglais, des calls avec l'Inde ou avec le Sri Lanka. Vous avez de la flexibilité, quoi. Ouais, C'est clairement, l'avantage, c'est que ça clairement. vous permet de regarder le monde entier et de regarder de là où viennent les meilleures solutions. Exactement, exactement. Ok. Et je rebondis sur ce que tu disais, Mathieu. Effectivement, c'est vraiment. On a des fois des conversations assez désagréables avec les éditeurs quand ils prennent des orientations qui ne nous plaisent pas ou qui ne correspondent pas aux attentes de nos clients. Parce que voilà, le juge de paix, encore une fois, c'est le client et c'est lui qui a raison. Donc il faut vraiment qu'on trouve le juste équilibre et puis trouver le bon éditeur. Et des fois, on évolue vers une autre solution et pour toujours suivre le besoin du client. Ok. Parlons un petit peu du process. Je suis un client, je viens vers vous, j'ai une problématique. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez vraiment le process de A à Z? Comment vous choisissez ce que vous allez proposer? Quel est un petit peu le process? Qui intervient? Alors vous avez parlé que vous intervenez les deux, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres gens aussi. Expliquez-moi un peu le process de A à Z pour que je comprenne du point de vue client un peu comment ça se passe quand je viens chez vous. En fait, on a deux processus distincts, parce que comme le disait Mathieu, on a les équipes de délégation, donc quand le client veut des consultants sur du long terme. Mais déjà, 6 pardon, mois. je te coupe, mais comment déjà vous choisissez ça? Est-ce que C'est vraiment en fonction du besoin du client. On va Ok. vraiment comprendre, est-ce que le client veut vraiment, j'ai besoin d'un consultant sur du long terme, ou Ça, est-ce c'est que... le client qui le sait. Ouais, D'accord. clairement. Ça, c'est assez facile à identifier dès le départ. D'accord. Et c'est pour ça que vite, on va être orienté sur un processus sur l'autre. Ok. Je vais te parler par exemple du processus sur la partie délégation, je laisserai Mathieu sur la partie projet. Donc en fait, ce qui se passe, première étape, on veut prendre un moment important avec le client pour comprendre comment il travaille et comprendre c'est quoi ses habitudes de travail avec ses partenaires, avec ses fournisseurs et éventuellement définir des contrats cadres pour pouvoir établir une base légale sur laquelle travailler. Mhm. Ça, c'est la base. Après, on va se concentrer sur le besoin en tant que tel. Donc, on parle ici d'une personne en délégation sur 6 mois, 9 mois, 6 mois, 1 an ou 2. Et là, on va s'intéresser à qualifier le besoin sur trois dimensions distinctes. Un, bien évidemment, quel type de technologie le consultant doit connaître. Ça, c'est la base. Voilà, est-ce qu'il doit connaître du Java, du .NET, que sais-je, voilà. Évident. Deuxième élément, on va s'intéresser au métier du client. Pourquoi? Parce que travailler dans une banque, c'est pas du tout la même chose que travailler dans un hôpital ou travailler chez un horloger. Et est-ce que, par exemple, le consultant devrait non seulement connaître la technologie, mais comprendre aussi le vocabulaire des médecins? Parce que il va faire une application qui est à destination de gestion de maladies. Est-ce que s'il a cette connaissance métier, ça va l'aider? Oui ou non? Des fois oui, des fois non. Mais souvent oui quand même. Mhm. Et troisième aspect, est vraiment, à mon sens, celui qui est vraiment sous-estimé, c'est le côté humain. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un consultant, quand il va travailler sur du long terme chez un client, il va être inséré dans les équipes, donc il devra s'intégrer. Et là, notre job, surtout au niveau commercial, c'est vraiment comprendre les valeurs humaines de ce client, quel type de comportement il aime, des détails aussi bêtes que est-ce que l'habillement. C'est vrai que dans certaines banques ou certains horlogers, il faut avoir plutôt costume cravate. Si on arrive avec un costume cravate dans un hôpital, dans le département informatique, c'est pas forcément hyper aligné, quoi. Ok. Donc c'est un détail, mais vraiment c'est comprendre quelles sont les valeurs et quelles sont les qualités que le client va rechercher chez le consultant. Mhm. Une fois qu'on a défini ça, on va trouver parmi nos consultants quel est le consultant qui va être le plus à même, éventuellement lui apporter des formations complémentaires si besoin, et le coacher pour l'entretien. Si l'entretien se passe bien et qu'on crée un contrat, c'est là que commence encore un autre aspect, qui est un double suivi. Le suivi le plus évident côté client, s'assurer régulièrement, je sais pas, tous les 3 mois ou régulièrement, si que le client est satisfait des services du consultant, mais aussi et surtout un suivi du côté consultant.
Parce qu'en fait, dans ces aspects de délégation, ben, le consultant, des fois, au bout d'un moment, il va s'identifier plus comme employé du client qu'employé de sa société de service qui lui paye son salaire. Mhm. Et là, notre job, il est vraiment aussi vraiment important de continuer à garder le lien avec le consultant, voir s'il est toujours intéressé par la mission qu'il est en train de faire, voir s'il se projette sur du long terme, voir s'il a envie de changer. Parce que ben, souvent, les consultants qui viennent travailler pour nous, ce qu'ils aiment, c'est la variété. Ouais. Sinon, ils iraient directement dans le département informatique d'une société. Ouais. Et donc là, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre où est-ce qu'il en est dans sa carrière, est-ce qu'il a envie d'évoluer ou pas. Combien de temps elles durent ces missions en moyenne? Ça, je dirais que la moyenne, c'est 1 an et demi, Ok. genre de choses, quoi, à peu près. Mais des fois, il y a même des missions qui ont duré plus de 15 ans, quoi. Donc, vraiment, Ok. voilà, c'est assez hétéroclite. Bon, c'est l'exception. Et en fait, c'est en faisant vraiment ce double suivi côté client et côté consultant qu'on va vraiment créer des relations sur le long terme avec le client aussi, parce que le client va se rendre compte que, ok, tu t'occupes de moi, mais aussi tu t'occupes de tes équipes. Donc ça, le client il se dit, ok, ben, c'est une société sérieuse qui prend en considération vraiment ses employés et qui va créer ben, de la valeur autant pour le consultant que pour le client que pour nous, quoi. Ouais. Ok. Intéressant. Et du côté solution, Mathieu, comment ça se Côté passe? solution, c'est en général sur de l'adoption d'une nouvelle brique logicielle. C'est-à-dire que le client va arriver sur une phase où soit il a un problème qu'il a besoin de qualifier, et en général la réponse, elle fait partie de nos offres. Si on parle, c'est en général qu'on a préqualifié ça. Bien sûr. Soit le client a déjà en fait la solution à son problème. Il se dit par exemple j'ai besoin d'un API management, hein, qui est un des produits qu'on vend. Et là, à partir de là, l'idée, ça va être de dire, OK, mais maintenant, quelle techno? Parce que bah, il y en a 10, quoi. Donc nous, on en a deux, hein, dans notre catalogue, mais il y en a des dizaines sur le marché. Mhm. Et donc là, en fait, on va soit rentrer dans une phase d'étude, à savoir être capable de déterminer, selon les besoins du client, bah, quel est le produit qui coche le plus de cases, quel est le bon compromis, comme on en parlait tout à l'heure, en termes de prix, en termes de fonctionnalité, de roadmap, de montée en charge, parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de dans 3 ans pour le client. En général, ça a tendance à croître, hein, les besoins. Donc, est-ce que ce sera capable de tenir la charge? Et quitte d'ailleurs à avoir justement cet excès d'honnêteté, c'est même pas de l'excès d'honnêteté, c'est de l'honnêteté intellectuelle, où on se dit que finalement, le bon produit, bah, c'est pas forcément un produit qu'on porte. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà fait. Et de toute façon, ça sert à rien de porter un produit qui ne correspond pas à 100% à celui Ouais. du client. À partir de là, quand le produit, en fait, il est choisi, on va parfois servir également d'intermédiaire pour la revente de la licence. C'est assez commode, en fait, pour le client d'éviter de parler à l'éditeur, qui souvent est anglophone. Et en fait, vu qu'ils ont des dizaines de technologies disponibles dans leur catalogue, passer par en fait, un catalogue restreint de revendeurs, c'est aussi plus simple en termes de gestion au quotidien. Bien sûr. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est passer à la théorie. On ne met pas en pratique jusqu'ici, sauf si on doit faire un petit POC pour valider les capacités techniques de la plateforme. Mais pour une adoption à l'échelle, la première chose qu'on fait surtout, c'est on se pose et on conçoit. On conçoit quoi? On conçoit comment la brique logicielle va s'intégrer dans le système d'information cible. C'est extrêmement technique. Mais on va aussi aborder les sujets humains. Parce que quand on pose un nouveau truc dans un système d'information, ça va être opéré par des gens déjà en place, des gens dont le métier va changer. Il y en a qui vont être responsables de cette nouvelle brique, qui vont être responsables des performances de cette nouvelle brique. Il y a les utilisateurs qui vont aussi potentiellement voir leur quotidien changer, en bien normalement, mais personne n'aime le changement, en particulier côté utilisateur. Donc on va aussi avoir cette conduite de changement à prévoir en avance de phase, qui peut passer par des formations, qui peut passer par de l'accompagnement au quotidien, un jour par semaine par exemple, j'en sais rien, c'est des exemples de la vraie vie. Et une fois en fait que toute cette partie théorique est faite, on a également donc un plan projet qui est déterminé. Bah là, on met le coup de feu et on passe à une phase d'installation, mais ce qu'on appelle un pilote. Ce serait illusoire de se dire que au moment où on pose la brique dans le système d'information, c'est terminé. Parce qu'en fait, c'est que le début. C'est un moyen, mais c'est pas la finalité. Donc on va identifier un premier cas d'utilisation qui validera le fait que cette brique logicielle, elle est performante, elle fonctionne, elle est bien adoptée par les gens. Et ensuite, on passera à une phase de mise à l'échelle qui, en général, est opérée conjointement avec SmartWave et le client. Parce que l'objectif, c'est absolument pas de coincer le client dans du vendor lock-in de SmartWave. Hein, c'est pas nous uniquement qui avons la connaissance. On la partage avec le client, on le fait monter en compétences. Et en général, conjointement, ensuite, on monte en puissance, ce qui fait que, si je parle d'API management, on parle de centralisation de flux de données
qui sont pas centralisés. Donc on en centralise un pour centraliser les milliers d'autres qu'il y a à côté. Quand on parle de création d'applications, on en crée une dans un premier temps et puis ensuite on passe à l'échelle. Et donc ensuite la vie continue et on peut partir sur des relations de plusieurs années, voire dizaines d'années. Intéressant. J'imagine j'imagine une grande maison où il y a un couloir. Et à un moment donné, va savoir pourquoi, il faut poser un mur dans ce couloir et maintenant il faut que les gens ils fassent le tour. Alors ça paraît complexifier la chose, mais j'imagine qu'il y a des raisons. Donc tu poses cette brique et donc maintenant il faut expliquer aussi aux gens qu'il faut contourner ce couloir parce que ce sera mieux pour vous de le faire comme ça, etc. C'est un peu en vulgarisant, en schématisant, c'est assez juste de le voir comme ça. Ouais, c'est assez juste de le voir comme ça, voir en fait il va même falloir changer. Enfin, le mur, c'est pas forcément suffisamment contraignant, mais des fois, c'est vraiment le boulot des gens qui changent. Il faut que toute la maison tienne, quoi, avec ce nouveau mur. Exactement, ton petit déj, tu vas plus le prendre ici, tu vas le prendre là. La cuisine, on l'a déplacée, par exemple. Ah c'est intéressant. Même la localisation des pièces a changé juste par le fait qu'on a changé un élément à l'intérieur. Il y a tout le reste qui est impacté aussi par ça. Ouais, parce que c'est plus pratique, au final. Ouais, bien Nous, sûr. notre objectif, c'est vraiment de fluidifier et de faire en sorte que ça marche mieux. Si je vulgarise vraiment globalement ce qu'on fait. Ouais. Donc, marcher mieux, c'est faire les choses plus rapidement, plus efficacement, de manière plus fiable. Et si, en fait, au lieu de passer 5 minutes, un quart d'heure à prendre son petit-déj, on met 5 minutes parce que la cuisine est mieux agencée, parce qu'elle est plus proche de là où on dort, par exemple. Et on va le faire comme ça. C'est une rénovation, quoi. C'est exactement. Et et une fois que c'est installé, donc tu disais effectivement ça peut partir sur des années de partenariat derrière. Comment ça se passe au niveau de la relation avec le client? Vous allez le voir, toi tu disais la personne est sur place et vous vous assurez à peu près toutes les semaines. Niveau solution, c'est un peu pareil, c'est aussi une relation très continue. C'est une relation très continue et surtout de proximité. Quelque chose qu'on n'a probablement pas assez dit et je réinsiste dessus, c'est que les aspects locaux, à savoir voir le client pour de vrai et surtout effectuer tout depuis la Suisse, est quelque chose auquel on tient beaucoup. Le Made in Switzerland, c'est notre marque de fabrique. On ne fait pas de nearshore ou d'offshore de notre côté. Tous nos consultants sont employés, sont des salariés suisses et se déplacent sur l'arc lémanique, voire même au-delà. La Suisse romande, ça va jusqu'au Jura. De Lémont, c'est 3 heures de route. Bien sûr. Mais oui, on se déplace, évidemment, pas tous les jours, mais on voit le client régulièrement. Un Teams, ça remplacera jamais une interaction humaine. Et c'est comme ça en fait qu'on les fidélise, c'est-à-dire qu'on a des clients en Suisse alémanique, on a même un client dans le Tessin, à vrai dire, qu'on va voir de temps en temps. Ça fait loin, mais on le fait quand même. Parce que justement, cette relation de proximité permet la pérennisation loin des yeux, loin du cœur. À un moment donné, si on ne voit pas les clients, ils vont nous oublier. Oui, très vrai. Et est-ce qu'on peut parler un peu d'impact? Donc, tu as parlé du fait, je trouvais assez parlant, si tu peux prendre ton petit déjeuner en 5 minutes à la place de 15, c'est pas mal. En termes d'impact, ça se mesure en quoi? Ça se mesure en temps gagné? C'est quoi les autres impacts que vous pouvez avoir? Est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets d'un impact que vous avez eu sur du temps gagné ou la productivité chez les employés? Je ne sais pas s'il y a des chiffres que vous voulez partager ou des choses intéressantes qu'on pourrait essayer de retenir pour motiver aussi les gens qui nous écoutent à comprendre un petit peu l'impact que ça a, quoi. Je peux parler par exemple de l'impact qu'on a eu pour une société en Suisse romande qui fabrique des satellites. C'est assez peu, mais bon, elle se reconnaîtra, je pense. En gros, ce qu'il faut comprendre dans ces sociétés-là, c'est que c'est des assembleurs. Donc, ils ont des ingénieurs en interne, bien câblés, qui vont concevoir les satellites et par rapport aux besoins de leurs propres clients. Et cette conception, elle passe par l'assemblage de différentes pièces, des panneaux photovoltaïques, des composants divers et variés d'émissions, de réception d'ondes et autres. Et tous ces composants-là sont créés par des sociétés externes. Donc, quand ils conçoivent leur satellite, les ingénieurs font ça dans ce qu'on appelle un Product Lifecycle Management, un PLM. C'est un logiciel spécialisé pour la conception. Mais une fois qu'ils veulent passer à la production, il faut acheter ces pièces. Et pour acheter ces pièces, on passe par un logiciel de commande, qui est complètement différent, complètement autonome par rapport au logiciel de conception. Malgré tout, dans ce logiciel de commande, il faut mettre les références exactes des pièces qu'on va acheter chez les fournisseurs. Donc, qu'est-ce que faisaient les ingénieurs? Ils concevaient et définissaient toutes les pièces dans leur logiciel de conception, et ils refaisaient exactement la même chose dans le logiciel de commande, parce que c'est eux qui ont la connaissance. Donc, ça faisait double saisie, source d'erreur, perte de temps énorme, ça se chiffrait en jours, même en dizaines de jours.
et vraiment avec un intérêt assez faible pour eux. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la conception de ces deux logiciels et leur capacité de connexion. On a mis en place une solution de connexion et d'interconnexion des systèmes. Et donc maintenant, en fait, les ingénieurs ne se concentrent uniquement sur leur savoir-faire, sur le logiciel de conception du satellite, et automatiquement, toutes les informations qui sont entrées dans ce logiciel de conception sont répercutées de manière automatique et immédiate au sein du logiciel de commande. Et là, ça se chiffre en plusieurs dizaines, voire centaines de jours de gagnés, et surtout vraiment une qualité de données impeccable. Donc au bout du compte, on a rendu à ces ingénieurs-là vraiment leur vrai job, quoi. On les paye pour faire des satellites et pas pour faire des copies-coller. Donc vraiment pour la société, au bout du compte, c'est un vrai gain. C'est un impact énorme, c'est vraiment un gain de temps incroyable qui font que les gens peuvent se concentrer sur ce qu'ils doivent faire et pas sur tout un tas d'autres choses. Exact. Vous disiez avant que le métier évolue, c'est l'informatique, ça change toujours. Comment on s'y prépare ? Est-ce que vous avez des axes sur lesquels vous misez ? Donc évidemment, il y a l'IA aujourd'hui qui prend pas mal de place. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi important pour vous ? Comment vous visualisez un peu l'avenir, la suite ? Effectivement, l'IA, on en parle énormément. C'est un exemple intéressant parce que justement, c'est assez symptomatique du rôle qu'a SmartWave dès lors qu'il s'agit d'envisager la suite. Les technologies évoluent, l'IA, c'est un vrai game changer au point d'aller un petit peu loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit que si on ne fait pas d'IA, on est has-been, quel que soit son cœur de métier. J'avais l'exemple en tête, par exemple, de ce fabricant de téléphone, je crois que c'était Samsung, où en gros, ils ont mis de l'IA dans leur téléphone. Là, si je prenais mon téléphone et que je regardais une ampoule, ça mettrait la lune. Pourquoi ? Parce que quand ça décèle un truc rond et lumineux et blanc, c'est la lune, donc en fait, ça met la lune. C'est pas très utile, c'est pas très rigolo. Enfin, c'est rigolo, mais c'est pas très utile. Donc en fait, nous, ce qu'on va essayer de faire, et qu'on a d'ailleurs entamé, c'est justement d'essayer d'avoir un esprit critique sur ces aspects IA. Parce que de l'IA, en fait, on peut en avoir sur l'ensemble des phases du développement logiciel, des quatre verbes qu'Emmanuel citait, et on va les benchmarker. Parce que il va y avoir les aspects un petit peu marketing, parce que si on regarde un petit peu les sites internet de tous les éditeurs logiciels, l'IA c'est magique, et l'IA c'est incontournable. Oui, mais c'est quoi les KPI ? Qu'est-ce que ça m'apporte pour de vrai ? Au-delà du mot-clé, du buzzword, qu'est-ce que ça m'apporte ? Et en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est justement tester pour de vrai les capacités de ces plateformes-là, mesurer également le gain de temps, pour derrière arriver avec le tampon SmartWave disant « Monsieur le client, je vous assure que ça, l'IA dans tel produit, sachez que c'est pertinent et en plus, regardez les gains de temps que ça peut occasionner. » Et justement, c'est rester à la page par rapport justement aux évolutions des éditeurs, en particulier à l'ère de l'IA. C'est quelque chose qui fait juste... C'est aujourd'hui nos sujets d'investissement. C'est-à-dire que côté solution, on n'est pas sur des occupations qui sont globales chez l'ensemble de nos consultants. Évidemment, quand on est en mode projet, la plupart du temps, ils sont bien occupés. Mais j'ai quand même un reliquat de jours qui ne sont pas consacrés à des projets. J'ai pas 100% d'occupation, c'est pas du binaire, parce que je peux avoir 10, 20, 30 projets à gérer en particulier. Et donc le temps occupé, enfin non occupé à être chez le client, est justement occupé à ce genre d'initiative qui a vocation justement à nous laisser à flot justement par rapport aux réalités du marché. Ouais. Donc c'est garder cette vision finalement d'apporter cette solution à un client pour avoir un impact. Et ensuite, quelle que soit la techno, aujourd'hui, les gars, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait, ça boucle un peu la boucle, j'ai l'impression, parce que c'est le scan du marché qui permet de regarder les nouveaux produits qui existent, que vous pouvez implanter chez vos clients, qui permettent d'avoir un impact en gain de temps ou en productivité, qui permet d'atteindre l'objectif initial qui était de faire quelque chose de mieux selon un besoin spécifique. Et qui permet de fidéliser, aussi nos consultants, parce que je parlais de concurrence tout à l'heure, en Suisse romande, mais c'est une concurrence externe par rapport aux sociétés avec qui on va se disputer pour un contrat, par exemple, mais c'est aussi pour nos consultants qui sont sollicités 10 fois par semaine, parce que l'IT en Suisse romande est très dynamique. Et donc, justement, aussi, rester à jour permet d'enrichir les compétences de nos consultants, s'ils le souhaitent. Ils peuvent rester bons au sujet, mais je les encourage au contraire à être pluridisciplinaires. Et ça permet justement d'avoir aujourd'hui un taux de turnover qui est assez faible chez nous, et en particulier grâce à ces initiatives-là. Ouais. Trop bien. Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, je viens de dire, pour moi, ces quatre verbes, créer, connecter, sécuriser, accélérer, c'est des sujets qui vont durer dans le temps et qui sont agnostiques des technos. Et
en fait, ce que je souhaite, c'est que nos clients nous voient vraiment comme des spécialistes de ce sujet. Si j'ai un problème si je souhaite connecter des applications entre elles, ils peuvent venir nous voir. Et nous, après, par rapport à tout le travail qu'on fait dans les équipes, tout le travail que les équipes de Mathieu font, d'analyse des différentes solutions, potentiellement d'IA ou autres, on va pouvoir orienter le client pour vraiment lui amener la bonne solution qui va fonctionner pour lui dans son contexte par rapport à ses contraintes. Et ces quatre sujets vraiment de sécurité et autres vont vraiment durer dans le temps. Voilà, nous, ce que je veux, c'est vraiment qu'on soit identifié par rapport comme spécialiste sur ces quatre sujets. Ouais. Et si vous parliez aujourd'hui à un futur collaborateur qui a un peu peur de se lancer dans l'IT avec tout ce qui se passe en ce moment, comment est-ce que vous le rassureriez ou qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais que c'est des challenges permanents. Enfin, moi, en particulier, je suis terrifié à l'idée de m'ennuyer dans mon travail. Ouais. C'est dur de s'ennuyer dans l'IT, en particulier en société de service, pour laquelle, par exemple, j'avais un a priori assez négatif. En sortie d'école, les sociétés de service sont un petit peu le premier pas dans la carrière avant de passer à quelque chose d'autre. Et en fait, tous ces préjugés ont été vraiment débunkés quand je suis arrivé chez SmartWave, parce que je me suis rendu compte qu'au contraire, c'était ce qui permettait d'être multi-sujet, d'avoir un vrai impact. Parce qu'on est sur des missions, en particulier côté solutions, qui sont courtes, mais les résultats se voient. Et on est là, le client nous paye pour avoir un résultat tangible. Donc en fait, c'est extrêmement dynamique. Et on peut avoir 5 à 10 missions dans l'année si le contexte s'y prête. Donc en fait, c'est vraiment l'assurance de ne pas s'ennuyer. Oui, beaucoup de variété, beaucoup Exactement. de curiosité qu'on peut assouvir, quoi. Et ce que je pourrais dire à ce candidat, c'est que au sein de SmartWave, il peut transformer ses idées en offres, et ces offres, elles peuvent avoir de l'impact chez les clients, au sein de l'entreprise, et aussi pour lui. Et puis quelque part, j'en suis un peu la preuve vivante, quoi, comme je te racontais en introduction par rapport à mon parcours. Mathieu aussi. Et en gros, tous les membres du management au sein de SmartWave sont vraiment issus du Sérail. Donc on a tous démarré quelque part entre guillemets, au bas de l'échelle pour après évoluer. Et ça, je dirais que c'est une spécificité qu'il y a au sein de notre société de service, et c'est une valeur en tout cas qu'on veut vraiment garder au sein de la direction, de vraiment pouvoir permettre aux gens d'évoluer. Et ça, c'est vraiment un message que j'aimerais bien que les candidats potentiels retiennent. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui sur les offres, sur les clients, sur les partenaires que vous aimeriez ajouter, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on a bien tout couvert pour que les personnes comprennent tout ce qu'il y a à voir au sein de SmartWave? Je pense qu'on a quand même bien couvert un peu les choses. On a bien couvert, j'ai trouvé aussi. Okay. Super. Alors dans ce cas-là, je pense qu'on est tout bon pour cet épisode de podcast. Merci beaucoup, c'est très clair. En tout cas, moi j'ai bien compris, j'ai bien saisi ce que vous faites, les offres que vous avez à proposer. Donc j'espère que les gens qui nous écoutent, les clients, les partenaires aussi. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui et pour avoir expliqué tout ça. Avec plaisir, merci.